Du père Placide Tempels, la philosophie bantoue. Première partie. 4. La faille séparant blanc et noir subsistera et s'élargira aussi longtemps que nous ne les rencontrerons pas dans les aspirations saines de leur ontologie. On lit en note au sujet du mot ontologie: j'attire l'attention sur l'esprit dans lequel vous vous efforcez de découvrir la pleine valeur humaine de la race noire. Le point de vue auquel vous vous placez à lui seul appelle toutes mes félicitations, et je suis certain que, comme vous l'écrivent tant de personnalités distinguées, les fruits de votre travail seront grandement profitables à la compréhension, à l'estime et à la sympathie qui, selon la volonté de Dieu, doivent unir tous les pays, indépendamment des races auxquelles ils appartiennent. Dom Pierre Célestin, Lu Tseng-Tiong, de l'ordre des OSB, de l'ordre de Saint-Benoît. Fin de note. Pourquoi le noir ne change-t-il pas ? Pourquoi le païen, le non-civilisé, est-il stable ? Et pourquoi tant d'évolués et de chrétiens ne le sont-ils pas ? Parce que le païen vit de son ontologie et de sa théodicée séculaire, qui embrasse toute sa vie et qui lui fournissent une solution complète et positive du problème de la vie, parce que d'autre part l'évolué et souvent le chrétien ne parvient pas à s'assimiler la pensée occidentale que nous nous efforçons de lui faire adopter avec le christianisme, tandis qu'il n'a pas réussi par lui-même à mettre son mode de vie nouveau en rapport et en harmonie avec ses valeurs ancestrales, avec sa philosophie propre. Celle-ci est demeurée intacte, quoique méprisée et désapprouvée par nous en bloc avec tous les usages concomitants. Cette philosophie n'était cependant pas séparable de l'homme le plus profond des Bantous. Elle était son être même le plus profond. L'abandonner signifie pour lui un suicide intellectuel total. C'était précisément cette pensée bantoue qu'il fallait ennoblir. Faudra-t-il dès lors s'étonner de ce qu'à travers le vernis de sa civilisation nouvelle, le noir persiste toujours à percer ? On s'étonne de voir des Noirs ayant passé des années parmi les Blancs se réadapter et se réintégrer avec aisance et en peu de temps à la communauté de leur lieu d'origine. Ils s'y trouvent bientôt résorbés. Ils n'ont pas même dû se réadapter, puisque intérieurement, au fond de leur pensée, ils n'avaient jamais changé. Rien ni personne ne les ont défaits de leur philosophie. Combien de civilisés ou de vrais évolués pourrions-nous compter parmi les Bantous ? Les déracinés, les dégénérés sont légion. Les matérialistes, qui n'ont plus de base solide dans l'héritage philosophique de leurs ancêtres, ni dans la pensée et la philosophie occidentale chrétienne, ne font pas défaut. La plupart sont cependant demeurés muntu, sous une légère couche d'imitation du blanc. Tel par exemple le commis de la colonie, un chrétien, chez qui l'on fit une perquisition à l'occasion de la rébellion de février 1944. On découvrit chez lui un cahier griffonné d'un bout à l'autre de formules magiques philosophiques. Il les avait copiées chez un autre clerc qui lui-même les avait transcrites. Tels encore ces évolués d'Élisabethville, prétendant lors de ces révoltes, citation, « Enfin nous avons trouvé le moyen magique d'avoir la force des Blancs, tandis qu'eux n'auront plus que la nôtre. Les Noirs seront désormais blancs, les Blancs noirs. » Ces exemples nous montrent clairement comment les évolués persistent à raisonner selon la pensée bantoue, selon les principes de l'interférence des forces. À qui la faute ? Aux Noirs ? Faisons plutôt un aveu sincère et ouvrons enfin les yeux, nous tous, missionnaires, magistrats, administrateurs, et tous ceux qui dirigent ou devraient diriger les Bantous, n'avons pas pénétré jusqu'à l'âme du Noir, du moins pas aussi profondément que nous l'aurions dû. Même les spécialistes sont passés à côté de la question. Que ceci se traduise par une constatation désabusée ou par un aveu contrit, le fait demeure que nous n'avons pas compris l'ontologie des Bantous et que par suite nous sommes demeurés incapables de leur offrir une nourriture spirituelle assimilable et une synthèse intellectuelle compréhensible.
Pour n'avoir pas compris l'âme bantoue, nous n'avons pas fait l'effort méthodique pour que celle-ci ait une vie plus pure et plus intense. On lit en note, Monseigneur von Schingen, vicaire apostolique du Congo, ou Congo belge, m'écrit « Je vous dirai simplement que vos pages donnent raison à ceux qui, conscients de la difficulté d'atteindre l'âme des Bantous et d'en comprendre le tréfonds, s'efforçaient de trouver une base solide qui servit à étayer leur méthode d'adaptation. » Fin de note. Il s'est avéré qu'en condamnant l'ensemble de leur prétendu enfantillage et mœurs sauvages, par la sentence « c'est stupide et c'est mal », nous avons pris notre part dans la responsabilité d'avoir tué l'homme dans les Bantous. On lit en note, il apparaîtra plus tard qu'en définitive, le moyen efficace de combattre la magie ne consiste pas à étouffer chez le Bantou toutes ses conceptions, mais à lui faire voir que les pratiques magiques le mettent en contradiction avec les principes saints de sa propre philosophie. Fin de note. Ajoutons tout de suite que tous les intellectuels de bonne volonté, les dirigeants de la société indigène et tout particulièrement les missionnaires, peuvent faire en quelque sorte œuvre utile en faveur de la civilisation des Bantous. Pour les amener à la véritable civilisation, il faudra en effet encore autre chose que le bien-être matériel, l'action sociale tant vantée et le progrès social, autre chose que l'enseignement scolaire et la confection de clercs, autre chose encore que l'enseignement du qui français. Avec tant d'autres, j'ai pensé autrefois que l'on dissiperait les « bêtises nègres » au moyen de causeries appropriées au sujet des phénomènes naturels, de l'hygiène, etc. Comme si les sciences naturelles portaient atteinte à leur sagesse ou à leur philosophie. Nous renversions par là leurs sciences naturelles, mais leurs idées fondamentales de l'univers restaient inaltérées. Un exemple expliquera ma pensée. Que de fois ne nous arrive-t-il pas d'entendre un noir accusé d'être la cause de la maladie, voire de la mort d'un autre, simplement parce qu'il était en dispute avec lui ou parce qu'il l'avait insulté, maudit ou menacé. C'est l'habituel palabre. Or, l'accusé s'exécute. Il paie les dommages qui lui sont réclamés, généralement sans beaucoup d'objections, et parfois même malgré la sentence contraire d'un tribunal européen. En effet, pour les Bantous, la palabre est claire et incontestable. Ils ont une notion différente des relations entre les hommes, de la causalité et de la responsabilité. Ce que nous prenons pour des raisonnements incompréhensibles et illogiques, de sombres têtes noires, ce que nous taxons de cupidité, d'exploitation du faible, est pour eux la déduction logique de leur aperception profonde de l'essence des choses et devient une nécessité ontologique. Essaierait-on maintenant de convaincre les Noirs que cette maladie ou cette mort avait une cause physique, nous perdrions notre temps. Nous aurions beau leur donner une leçon de microbiologie et leur faire voir de leurs yeux ou même leur faire découvrir eux-mêmes au microscope et par des analyses chimiques la cause de la maladie ou de la mort, mais avec cela, nous n'aurions pas encore résolu leurs problèmes. Nous aurions simplement résolu l'aspect physiologique ou chimique qui s'y rapporte. La vraie cause profonde, la cause ontologique, n'en subsistera pas moins pour eux, conformément à leur pensée profonde, à leur sagesse ontologique. Nous verrons plus loin combien ce point de vue est logique. Ainsi, le noir apprend chez nous à lire et à écrire, à calculer et à faire des comptes. Il se familiarise avec nos techniques. Mais, tout comme son frère demeuré au village, il sent et expérimente tous les jours que ses motifs ne sont pas reçus de par l'incompréhension et la puissance des Blancs, et sa sagesse profonde de vie s'en trouve ulcérée. Son estime pour le Blanc et sa confiance en nous risquent de succomber irréparablement.